Il n'a pas besoin de la lumière des plateaux pour briller. Éric Dénessé, docteur en sciences politiques, est autant un homme de terrain que d'analyse. Entré au SGDN en 1986, pionnier de l'intelligence économique en France, il combat les communistes au Cambodge dans les années 80, puis protège Total contre la guérilla en Birmanie. Argos, Géos, autant d'onomatopées qui vont le propulser à la tête du Centre français de recherche sur le renseignement. Autant admiré pour la précision de ses analyses, l'homme sait manager et réunir des esprits vifs et divers. Auteur de 30 ouvrages, infosaire de Daniel Craig, il dégomme les trolls et impose le respect. S'il devait être le prochain James Bond, il aurait pour titre « Agir n'est pas mourir ». Éric Dénessé est l'invité du dialogue. Oui, bonjour, je suis donc Éric Dénessé. J'ai créé le CF2R en 2000, donc notre centre va bientôt avoir 25 ans, l'âge du jubilé. Je suis ancien analyste du renseignement naval et nous avons créé ce centre de recherche pour à la fois mieux expliquer quel était le rôle du renseignement dans une démocratie, dans la société française, puisque c'était quelque chose qui, jusqu'à la fin des années 90, était très mal connu. Et donc, le CF2R réunit une vingtaine de chercheurs, pour moitié des anciens des services de renseignement, pour l'autre moitié des universitaires ou des consultants qui travaillent sur le sujet. Notre rôle est triple. On travaille beaucoup sur l'histoire du renseignement pour expliquer comment cette profession a joué un rôle important dans l'histoire à travers les âges. Nous travaillons sur l'analyse de l'actualité du renseignement contemporain, les budgets, les effectifs, les lois, les opérations. Et puis, nous avons un troisième volet qui est celui de la sécurité internationale, dans lequel nous analysons les crises, les conflits, les risques et les menaces qui sont les points d'application du renseignement. Depuis que nous suivons le conflit ukrainien, c'est-à-dire depuis l'été, on va dire l'été 2021, on s'aperçoit finalement que ce conflit a été en grande partie provoqué par les Américains, même si bien sûr ce sont les Russes qui se sont livrés à l'agression que l'on sait contre leurs voisins. Euh, nous nous sommes penchés sur ce fait parce que nous suivons en permanence l'actualité américaine. C'est quelque chose d'essentiel à notre époque, puisque les Américains étant la première superpuissance encore pour quelques décennies, il importe de voir quelle est leur stratégie et quels sont leurs objectifs. Et on s'était aperçu assez rapidement que la crise que connaissait la société américaine, non seulement sous Donald Trump, mais au début comment dire, du mandat de Joe Biden, entraînait de tels dysfonctionnements internes qu'on voyait se dessiner peu à peu le fait que les Américains avaient besoin d'une forme de crise internationale, si ce n'est d'un conflit extérieur, pour faire passer leurs problèmes internes au second plan et essayer de redonner un peu de lustre à la Maison-Blanche, de débloquer des budgets, voilà, de relancer le Pentagone. Et donc tout ça était assez décelable pour nous. Et lorsque malheureusement les événements de mars 2022, février-mars 2022 sont apparus, nous n'avons guère été surpris de la stratégie américaine, même si, je dois le concéder, nous n'étions pas sûrs que les Russes, à l'époque, tomberaient dans le panneau de cette provocation. Alors, c'est pour ça que quand on voit le discours absolument unilatéral que tiennent les médias occidentaux depuis maintenant 2 ans, il nous a semblé important de republier toute une série d'analyses que nous avions faites depuis 2014 et le coup d'État, j'insiste bien sur le terme de coup d'État occidental contre le président Yanukovych en Ukraine, qui a amené la déstabilisation de ce pays et qui est à l'origine directe du conflit que nous connaissons maintenant depuis 2 ans. Et nous avons voulu remontrer que depuis maintenant 10 ans, nous n'avions cessé d'alerter sur la stratégie américaine, la raison pour laquelle les néoconservateurs voulaient absolument pousser Poutine dans une sorte de piège, et par rapport à la version tout à fait circonstanciée et pro-occidentale qui en est donnée tous les jours dans les médias mainstream, nous avons voulu sortir ce livre pour montrer qu'un certain nombre d'analyses dont nous faisons partie avaient comment dire, un point de vue tout à fait différent sur l'évolution des événements. Ce qui est important, c'est que c'est le premier livre d'une série de 3 consacrés à ce conflit ukrainien. Ce premier
qui est sorti en novembre et sur finalement les raisons qui ont poussé à la guerre d'Ukraine. C'est pour ça que nous l'avons appelée la guerre américaine et que nous y développons notamment la stratégie des conservateurs américains. Je dois préciser que parmi les personnalités qui ont contribué à ce travail collectif, nous avons Michael Brenner, qui est un universitaire américain tout à fait distingué, ancien du département d'État, qui nous amène une vision américaine et très objective, qui partage bien sûr notre point de vue. Il y a également le préfet Yves Bonnet. Le préfet Yves Bonnet est l'ancien directeur de la DST. C'est un homme qui est à l'origine, avec le président Mitterrand, de l'expulsion des diplomates soviétiques dans le cadre de l'affaire Farwell. Donc on ne peut pas le taxer d'être pro-russe ou pro-communiste. Puis il y a également Alain Charret, Alain Rodier, qui sont deux chercheurs éminents du centre, tous les deux issus des services de renseignement. Jean-Luc Ballet, qui est un économiste distingué, qui a longtemps vécu aux États-Unis. Voilà, donc nous avons réuni quand même un certain nombre de pointures pour donner, comment dire, un point de vue et des analyses de qualité. Les deux livres qui vont suivre, qui vont paraître tous les deux l'année prochaine, l'un au printemps et l'autre à l'automne, seront pour le premier consacrés à l'analyse militaire du conflit. Hein. Après en avoir étudié les causes, nous nous polariseront de manière beaucoup plus stricte et beaucoup plus opérationnelle sur qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les innovations, quelles ont été les erreurs des uns et des autres, aussi bien sur la guerre de l'information d'ailleurs que sur la guerre technique, la guerre électronique, l'usage des drones, la défense antiaérienne et j'en passe. Voilà, ça va être une vraie analyse militaire du conflit. Et puis en septembre prochain, nous prendrons le temps dans le troisième livre de parler des perspectives de cette crise. Je ne pense pas qu'elle sera résolue véritablement, malheureusement, à l'automne 2024, mais sait-on jamais. En tout cas, ce qui nous a paru intéressant, c'est de montrer en quoi cet événement de la guerre d'Ukraine a changé les relations internationales, a changé la manière dont la géopolitique mondiale et ses rapports de force s'exerçaient jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que effectivement, cette guerre d'Ukraine est la fin de cette période de transition que nous connaissons depuis la chute de la guerre froide et où nous avons traversé une trentaine d'années d'instabilité, notamment secouée par le terrorisme islamique, et puis qu'avec la guerre en Ukraine, nous entrons dans une nouvelle période. Ce qui est très clair dans la stratégie américaine, c'est que depuis la fin de la guerre froide, ils ont à l'esprit qu'il ne faut en aucune manière accepter qu'une forme de puissance russe se reconstitue. Il y a une véritable fixation, alors elle est bien sûr très forte à Washington, mais elle est aussi extrêmement présente côté britannique. Donc ça veut dire que c'est une obsession anglo-saxonne de réduire la Russie à sa plus faible expression pour que ce ne soit plus un acteur géopolitique qui puisse interférer dans la stratégie américaine. Et on le retrouve dans les ouvrages de Brzezinski, bien évidemment, sur le grand échiquier. Et ça explique très bien pourquoi les néoconservateurs ont toujours suivi cette stratégie, en l'accompagnant bien sûr de promesses qu'ils n'ont jamais tenues et de véritables mensonges. On a bien sûr vu qu'ils, après s'être engagés verbalement, mais aussi bien sûr oralement, à ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, ils ont bafoué les promesses qu'ils avaient faites à Moscou. Et puis petit à petit, on les a vus soutenir ce coup d'État de Maïdan en 2014 en Ukraine. Je parle encore une fois vraiment de manière extrêmement explicite de coup d'État parce que Yanukovych, le président ukrainien, qui, soit dit en passant, était ni plus ni moins corrompu que ses prédécesseurs, parce que c'est un sport national en Ukraine que d'être corrompu. Yanukovych avait été élu légalement avec la présence d'observateurs de l'OSCE, donc les élections avaient été validées. Et ce qui s'est passé à Maïdan en 2014, c'est bien le renversement d'un régime démocratique ayant fait suite à des élections démocratiques qui est soutenu par l'Occident, ce qui est une véritable contradiction avec les valeurs que nous prônons et que nous défendons. Donc petit à petit, on a vu cette avancée occidentale assez régulière pour pousser la Russie dans ses retranchements. Et puis, on l'a vu jusqu'au 17 février dernier, chose que l'on a appris dans les semaines qui ont suivi l'invasion, avec le lancement d'une offensive de Zelensky et des forces ukrainiennes contre les populations russophones du Donbass qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'ont jamais été des populations séparatistes, mais des populations qui souhaitaient une autonomie linguistique et administrative au sein de la République d'Ukraine, ce qui leur a été refusé, avec au demeurant des tentatives extrêmement violentes de reprendre le contrôle de ces provinces par le gouvernement de Kiev. Donc, on a vu se dessiner tout au long de ces années la stratégie américaine, encore une fois
L'objectif final, quel est-il? Les Américains, dans leur forme d'hubris impériale, veulent rester la seule superpuissance mondiale au XXIe siècle. Ils ne veulent absolument pas voir de sparring partners, si vous me permettez cet anglicisme, émerger. Et surtout, l'un de leurs objectifs était de mettre la main sur la Russie et ses richesses dans l'hypothèse d'une conflagration à venir dans 5 ans, 10 ans, peut-être plus rapidement, avec la Chine. Et donc, ça les a poussés en permanence et finalement, ils se sont toujours tenus à cette stratégie en dépit de la dissimulation comment dire, qu'ils en ont faite pour affaiblir Moscou au maximum. Et malheureusement pour eux, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Cette question me paraît tout à fait essentielle parce que quand on voit la partialité, le véritable unilatéralisme des médias occidentaux, et je dirais encore pire que tous des médias français parce qu'ils sont encore moins dans la pluralité que peuvent l'être les médias américains que nous suivons d'assez près, qui donnent malgré tout ou des points de vue plus circonstanciés ou des points de vue plus différents sur ce conflit. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont stupides ou qui sont achetés? Il y a quand même une troisième solution, c'est qu'ils sont aussi convaincus que ce qu'ils disent est vrai. Alors, ça concerne, vous le disiez, les médias, ça concerne également les think tanks. Je crois qu'on est là sur le résultat de plusieurs décennies d'entrisme américain, de ce qu'on appelle de social learning, c'est-à-dire de formatage des élites européennes pour les amener à penser exactement comme eux et instaurer une influence durable de Washington sur les choix, les modes de pensée, les modes de vie et de consommation également des Européens pour que finalement toute l'Europe soit un marché naturel des États-Unis, aussi bien sur des produits de grande consommation que sur les idées, que sur les questions politiques. Donc ce résultat, il a produit un certain nombre de choses. D'abord des élites qui peuvent être totalement convaincues que cette façon de voir que préconise Washington est la bonne. Et là, on peut dire qu'on a un véritable néoconservatisme intellectuel qui s'est installé dans un grand nombre d'élites françaises. D'ailleurs, assez paradoxalement, plus à gauche en France qu'à droite, même si les deux camps sont touchés. On a ensuite des gens qui, par opportunisme pur et dur, suivent bien sûr le courant principal. Alors qu'il s'agisse parce qu'ils sont heureux de passer à la télé, de vendre des livres, voilà, ou tout simplement en espérant avoir une forme de rétribution ou de reconnaissance à l'issue du conflit. Donc, on a affaire à ces opportunistes-là. Et il y a bien évidemment également des gens qui le font de manière téléguidée et qui sont là pour, je dirais, relayer des informations conçues à Washington et à Kiev aussi pour une partie des choses. Et donc, nous avons affaire à une véritable propagande. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pendant toute la guerre froide, je me souviens, j'étais jeune officier de renseignement à la fin de la guerre froide et nous luttions ardemment contre Moscou et contre le terrorisme intellectuel, la propagande, la désinformation soviétique qui était vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Eh bien, depuis que cette crise a commencé, j'ai vraiment l'impression d'assister à un jeu à front renversé. Certes, il y a bien sûr aussi une communication et une propagande russe, ça c'est indéniable. Seulement, elle ne pénètre quasiment pas en Occident puisque nous avons interdit tous leurs médias. Donc, il faut vraiment pouvoir aller sur des chaînes étrangères pour voir ce que dit Moscou et ce qui, dans le discours de Moscou, relève de la déclaration classique ou de la propagande. En revanche, la manière dont tous les médias occidentaux ont menti, travestissent les faits, modifient la communication, s'obstinent à présenter uniquement des éléments partiaux qui vont dans le sens de ce qu'ils souhaitent, on a atteint là des proportions absolument sidérantes, avec un autre phénomène qui est aussi très intéressant, c'est l'excommunication. Alors, je dis excommunication en deux mots, je ne parle pas de l'excommunication religieuse qui faisait qu'à un moment donné, pendant le Moyen Âge, un souverain ou un pouvait se voir mis à l'écart de la communauté des croyants. Eh bien, on assiste à un phénomène tout à fait similaire en termes de médiatisation, c'est-à-dire qu'on assiste à une excommunication, c'est-à-dire que ceux qui ne défendent pas et qui ne relaient pas le courant principal sont d'une certaine manière mis à l'écart des médias. Alors, est-ce que ce sont des listes noires? Est-ce que ce sont des interdictions d'antenne? Je ne sais dire, mais on voit vraiment ce phénomène très amusant et n'interviennent sur les grandes chaînes, je mets grandes entre guillemets, que ceux finalement qui acceptent de tenir le discours dominant, c'est-à-dire celui qui nous vient des États-Unis et qui nous vient aussi des spin doctors de Kiev qui contribuent bien sûr à cette orientation de l'information dans un seul sens.
Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'Europe est quand même très dépendante sur un plan économique et sur un plan militaire de ce qui se passe à Washington. Retrouver une marge de manœuvre politique et économique aujourd'hui est assez difficile. Je dirais d'autant plus, et c'est la deuxième raison, qu'il n'y a quasiment plus d'hommes ou de femmes courageux dans nos élites européennes, où les individus qui sont là sont souvent d'ailleurs passés par le système des Young Leaders, c'est-à-dire qu'ils ont été formatés en partie aux États-Unis. Euh, et puis toute l'Union européenne d'ailleurs, est un projet qui évolue dans le sens de l'unification d'un grand camp occidental, donc sous influence américaine. Et donc, aucun chef d'État aujourd'hui, à part peut-être Orban d'une certaine façon et le président slovaque, ne prennent leur distance avec Washington. Alors, c'est bien sûr lié à la puissance très importante des Américains et de l'OTAN, puisqu'il faut le rappeler que, à part la France et la Grande-Bretagne, nos alliés européens, les États de l'Union européenne, n'assurent absolument pas eux-mêmes leur défense. Sans l'OTAN, nous serions totalement désarmés, avec en moyenne moins de 2% de budget de défense dans l'ensemble des pays de l'Union. On est vraiment à un niveau d'étiage extrêmement préoccupant. Le deuxième aspect aussi, c'est que tous ces États étant, si on enlève les quatre ou cinq grands États de l'Union européenne, sont des États d'assez faible dimension et géographique et d'assez faible effectif démographique. Et donc, ils n'ont pas les capacités de résister aux pressions américaines, dont ils espèrent d'ailleurs qu'elles leur apportent des rétributions en échange de leur soumission. Et c'est aussi la différence que je ferai avec les grands États, comme l'Italie, l'Allemagne, la France, je mets l'Espagne également, je mets la Grande-Bretagne de côté puisque ça fait partie au sens propre du même club de Washington. La difficulté de s'autonomiser est réelle. Alors, elle est d'autant plus réelle pour nos amis italiens qui ont toujours été proches des Américains. On dispose, je crois, de 117 installations ou bases sur leur sol. Donc, vous voyez, si on commence à s'affranchir de Washington, il y a des pertes économiques, il y a des pertes d'emplois, il y a des véritables difficultés qui peuvent surgir. Euh, la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, lorsqu'elle était candidate avant l'élection législative, tenait un discours qui n'est bien sûr pas celui qu'elle tient depuis qu'elle a été élue. Alors je crois qu'on ne peut pas lui faire le reproche totalement parce qu'elle découvre une fois aux affaires la manière dont son pays est pieds et poings liés sous l'influence américaine. Elle a malgré tout essayé un certain nombre de choses, mais encore une fois, la puissance économique, financière, monétaire des États-Unis lui donne un effet de levier sur l'ensemble des États européens très forte. Alors, on pourrait dire, normalement, ce n'est pas le cas de la France, puisque, indépendamment de nos difficultés économiques, nous avons construit, grâce à la politique industrielle du général de Gaulle, une autonomie militaire, une autonomie nucléaire, civile et militaire, et nous avons toujours prôné une troisième voie, allant jusqu'à nous opposer à la politique américaine en 2003, lorsque Washington a envahi de manière tout à fait illégale l'Irak, en passant outre aux recommandations de l'ONU. Mais force est de constater que nos différents présidents, depuis la fin du mandat de Jacques Chirac, en passant bien sûr par Nicolas Sarkozy, François Hollande et surtout Emmanuel Macron, sont de véritables vassaux, sont totalement affiliés à Washington et que nous n'avons plus aucune prise de décision souveraine. Et finalement, nous sommes rentrés dans le rang comme les autres Occidentaux, comme les Allemands, comme les Italiens, et je ne parle pas des Polonais et des autres pays de l'Union européenne. Nous sommes des vassaux obéissant scrupuleusement aux directives que nous donne notre grand maître américain. Lorsqu'on analyse la stratégie américaine, il y a un point qui est souvent sous-estimé et que nous-mêmes, nous avons mis un certain nombre de mois à réaliser. Bien sûr, tout le monde se dit les Américains, en déclenchant ce conflit, vont réussir, ont pour objectif d'affaiblir la Russie. Mais il ne faut pas oublier un deuxième événement qui s'est produit quelque temps avant ce conflit ukrainien, c'est le Brexit. Le Brexit est quelque chose d'important parce que le départ de Londres de l'Union européenne laisser cette Union européenne entre des mains françaises et allemandes, et que Washington, à partir de ce moment-là, s'est mis à craindre encore plus qu'auparavant parce qu'elle n'avait pas son cheval de Troie britannique dans l'Union européenne, d'avoir affaire à une Union européenne qui pourrait décider de faire preuve d'un peu d'autonomie et de se rapprocher de Moscou. Donc,
ça veut dire que l'affaiblissement de l'Europe ou le fait de faire rentrer l'Europe dans le rang était le second objectif des Américains. D'un côté, affaiblir la Russie pour ne plus avoir un adversaire géopolitique et s'approprier ses ressources, mais de l'autre, ce second objectif, c'était de vraiment remettre l'Europe au pas. Et autant sur le premier point, les Américains n'ont pas réussi parce que non seulement militairement, la guerre en Ukraine est un échec pour les Ukrainiens comme pour l'OTAN, économiquement, la Russie tire finalement parti des sanctions dont elle est victime. Donc, échec quasi complet sur ce premier objectif. En revanche, sur le second, la victoire est éclatante. Les Européens n'ont pas bronché, tout le monde est rentré dans le rang, l'économie européenne est encore plus affaiblie qu'auparavant. L'Allemagne, qui était la bête noire de Brzezinski et des néoconservateurs américains, comme étant probablement la première puissance européenne se rapprochant de la Russie, a totalement coupé tous ses liens avec Moscou euh, depuis l'attentat et le sabotage effectué sur le gare Nord Stream 2. La France a suivi dans les faits, mais je dirais ce qui est beaucoup plus intéressant sur les conséquences pour l'Europe, c'est de voir que c'est l'Allemagne le principal perdant, encore plus que notre pays qui ne fait plus preuve de souveraineté, mais les Allemands se sont littéralement couchés. Leur industrie aujourd'hui souffre énormément des problèmes d'approvisionnement énergétique qu'ils ont, qui leur coûtent infiniment plus cher depuis le début de la guerre que ce qu'ils avaient avant. Ça a un impact très, très fort sur un plan industriel. Et puis, l'autre objectif américain, je dirais à l'égard de l'ensemble des pays de l'Union et de l'OTAN, c'est qu'en créant ce conflit, en leur demandant de se réarmer rapidement, eh bien, ça permet à toute l'industrie de défense américaine finalement d'inonder ces marchés et de continuer à vendre davantage, donc de créer aussi plus de ressources aux États-Unis et bien sûr d'asphyxier, ce n'est de détruire durablement toute l'industrie de défense européenne qui aujourd'hui n'est pas capable de rivaliser avec celle de Washington. Oui, je crois que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qui caractérise des chercheurs comme nous qui venons du renseignement? Euh, c'est que la seule chose qui nous intéresse, ce sont les faits. Nous ne sommes pas des politiques. Notre but, et notre démarche, voire notre déformation, c'est d'analyser les faits, quand bien même ils nous déplaisent. Et nous avons pour principe de dire, il n'est pas important pour nous de voir le monde tel que nous voudrions qu'il soit, mais bien de l'analyser tel qu'il est en lui-même. Et c'est une démarche qui finalement peut paraître finalement assez peu originale, mais qui est très très peu pratiquée. Il suffit de regarder les positions et les analyses qui sortent des principaux think tanks occidentaux depuis quelque temps. Et c'est pour ça que nous échangeons beaucoup avec toute une série de chercheurs, de spécialistes, de journalistes, voire de gouvernements étrangers que l'on peut caractériser comme ennemis. Nous avons longtemps échangé avec les Iraniens, les Russes, parce que si on ne comprend pas le point de vue de son adversaire ou de son concurrent, si on ne comprend pas sa façon de raisonner, si on ne se met pas non plus à sa place pour voir quelle est sa stratégie et sa manière de percevoir le monde, on a beaucoup plus de difficultés à analyser ce qu'il va faire, comment il va le faire et là où il veut aller. Voilà, et donc ça, c'est le premier aspect. Sur le second aspect, c'est notre deuxième spécialité. Nous nous intéressons bien sûr en permanence au-dessous des cartes. Quel est le jeu que conduisent les différents services de renseignement du monde aujourd'hui dans les relations internationales et dans le conflit en Ukraine? Alors, c'est la partie la plus difficile à évaluer parce que en temps réel, bien sûr, nous n'avons plus accès à ce qui se passe dans les services français d'une part, mais bien sûr étrangers également. Et donc, je dirais, on est toujours capable d'analyser ce qui s'est passé il y a un an ou deux parce que nos sources d'information nous permettent a posteriori de comprendre pourquoi tel ou tel service a agi de telle ou telle manière. Mais c'est vrai qu'en temps réel, c'est toujours quelque chose d'assez, comment dire, d'assez difficile. Néanmoins, le fait que nous venions de cet environnement-là nous permet de décrypter un certain nombre de situations, nous permet d'évaluer aussi un certain nombre de sources. Et je pense au grand journaliste américain Seymour Hersh qui a fait ses révélations assez fracassantes sur la responsabilité des Américains dans le sabotage de Nord Stream 2. Bien sûr, aucune preuve n'existe. On peut reprocher à Seymour Hersh de dire, ben voilà, vous avez avancé quelque chose avec des sources internes du Pentagone, mais sans donner de preuves explicites. Seulement, notre connaissance de la façon dont travaillent les Américains, sur le parcours de Seymour Hersh, sur la campagne qui a été lancée a posteriori pour essayer de contrer le point de vue qu'il a avancé, nous amène à dire
qu'il a très, très probablement raison. Voilà. Encore une fois, en tant qu'analyste, nous sommes aussi tout à fait susceptibles de nous tromper et nous assumons, nous assumons cette possibilité. Mais voilà, donc sur l'analyse des principaux les principaux acteurs, en tout cas ce qui nous semblait, nous, très intéressant, c'est dans les années qui ont précédé le conflit, et c'est des choses que les gens savent assez peu, le SBU, qui est le service de renseignement ukrainien, avait proposé à la CIA de l'aider à infiltrer les services russes. Donc, comment voulez-vous à un moment donné que Moscou ne réagisse pas durement contre cette alliance entre Kiev et Washington pour s'en prendre, pour tenter de pénétrer ses propres services de sécurité? De la même manière, les Ukrainiens avaient proposé aux Américains de leur ouvrir la base navale de Sébastopol, voilà, avant que la Crimée en 2014 ne soit comment dire occupée, enfin libérés, occupés, en tout cas par les petits hommes verts, par les Russes, par la population, parce qu'il y a aussi un référendum qui semble avoir des bases intéressantes, si ce n'est solides. Donc, quand on connaît en plus ce dessous des cartes, on a des éclairages différents. Puis, dernier point que j'aimerais évoquer, dans les mois qui ont précédé le conflit, nous avons suivi avec différentes sources d'informations ouvertes, mais auxquelles, je dirais, le public et même certains analystes ne pensent pas naturellement. Nous avons surveillé de manière très précise tous les vols américains depuis la fin août 2021 jusqu'au début du conflit et nous avons assisté très régulièrement au renforcement des moyens militaires aériens américains qui sont venus se poser en Grande-Bretagne, à des vols de B-52 nucléaires aussi venus se poser sur les bases aériennes britanniques et allant faire des patrouilles jusqu'aux frontières de la Biélorussie et de la Russie. Nous avons vu les vols de reconnaissance électronique se multiplier. Alors, il y a deux façons de voir les choses. On pouvait dire, bah, les Américains voyaient que les Russes allaient attaquer, donc ont augmenté de manière massive le renseignement pour se tenir au courant. C'est vrai, bien sûr, mais ce n'est pas le seul point de vue. C'est que, en réalité, c'est que les Américains ont fait des prévisions autoréalisatrices, des prédictions autoréalisatrices, puisqu'à force de venir narguer les Russes jusqu'à leurs frontières, ils espéraient bien, à un moment donné, qu'il y ait une réaction de la part de Poutine et que l'armée russe entre en Ukraine et soit confrontée à une défaite que lui aurait infligée l'armée ukrainienne, ce qui, malgré les déboires qu'ont connus les Russes, n'a pas eu lieu. Oui, il y a un certain nombre d'événements dans ce conflit qui, pour l'instant, restent encore très troubles et très peu, comment dire, très peu documentés. Alors, on a évoqué tout à l'heure Nord Stream 2 et la responsabilité plus que probable des Américains, parce que l'histoire qui nous a été servie depuis, celle d'un yacht et de quelques représentants des forces spéciales, ne tient guère la route. Mais ce n'est pas c'est bien sûr pas le seul événement. Alors, je fais juste un clin d'œil sur la désinformation manifeste qu'ont fait les Ukrainiens sur l'île aux serpents, la garnison qui s'est soi-disant rendue. Mais de manière plus grave, il y a effectivement l'histoire de la centrale de Zaporijjia, le barrage et puis les massacres de Boutcha. Alors, sur la centrale, là aussi, les deux camps donnent de l'information. Nous regardons les deux parties. Il y a des choses intéressantes des deux côtés, mais il y a quand même un élément qui ressort, c'est que les Russes n'ont aucun intérêt à tirer sur une centrale qu'ils contrôlaient pour créer, comment dire, une catastrophe écologique presque comparable à Tchernobyl. En revanche, que les Ukrainiens, dont on a déjà vu les coups tordus, soient tout à fait, eux, prêts à tirer sur cette centrale contrôlée par les Russes pour les accuser ensuite d'avoir créé un incident est quelque chose de malheureusement de beaucoup plus plausible. Encore une fois, c'est une analyse que je fais, sur lesquelles je ne peux pas vous avancer les preuves absolues, mais c'est beaucoup plus une réflexion basée sur une expérience. Et voilà, ça m'amène à prendre cette position-là. Pour ce qui est du barrage, on arrive finalement à la même analyse. Qui avait le plus intérêt à faire en sorte que ces zones soient inondées, à faire sauter ce barrage qui servait notamment à irriguer une partie du Donbass et de la Crimée. Encore une fois, c'est comme dans une enquête policière d'une certaine manière. On se dit à qui profite le crime. Alors, tout n'est jamais aussi simple, mais c'est parfois la solution la plus simple qui est comment dire, la plus vraie. Et là aussi, sur ce barrage, tout conduit à penser que ceux qui avaient le plus intérêt à cela étaient les Ukrainiens. Et puis, il y a le dernier événement, le pire finalement de ce conflit, ce sont les massacres de Boutcha. Aujourd'hui encore, et je peux me tromper, mais aucune enquête absolument indépendante et irréfutable n'a apporté
apporter les preuves de la culpabilité de l'un ou l'autre camp. Je dis bien de l'un ou l'autre camp. Donc, ceux qui attribuent de manière unilatérale ce massacre aux Russes ou aux Ukrainiens, pour l'instant, n'ont donné aucune preuve réelle. Alors, on nous rétorque qu'il y a eu une enquête du New York Times, qu'il y a eu des enquêtes indépendantes sur les réseaux sociaux, que des tas d'éléments vont dans un sens ou dans l'autre. Et c'est justement la difficulté aujourd'hui. Nous trouvons des éléments qui vont dans les deux sens. Et c'est extrêmement difficile de déterminer qui est réellement derrière cela. Mais ça veut dire que pour l'instant, nous condamnons fermement ceux qui affirment de manière, je dirais, systématique et tout à fait assertive le fait que ce soit de la responsabilité des Russes. Je n'exonère pas les Russes. Je dis seulement que pour l'instant, nous n'avons les preuves qui permettent d'incriminer aucun des deux camps. D'ailleurs, peut-être que l'histoire montrera que chacun des deux camps a sans doute procédé à des actes fortement répréhensibles. Je ne suis pas sûr que nous arrivions un jour à une véritable connaissance de ce qui s'est passé. En effet, pourquoi? Lorsque vous travaillez en manière criminologique sur des cadavres, eh bien, qu'est-ce qui vous permet de différencier une balle de Kalachnikov russe d'une balle de Kalachnikov ukrainienne? Voilà, ça fait partie des difficultés qu'ont rencontrées les enquêteurs internationaux, dont les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle, la gendarmerie qui se sont rendus sur place, qui observent un certain nombre de faits, mais qui n'ont pas rendu de conclusions qui permettent d'attribuer les massacres à l'un ou l'autre camp. Donc, nous sommes extrêmement prudents. Bien sûr, cette prudence nous a amenés par le passé à nous faire accuser de défendre des positions russes, mais vous le savez, ça n'a rien de surprenant aujourd'hui, hein. On est dans un tel, comment dire, un tel matraquage médiatique anti-russe que tous ceux qui essaient d'avoir une position mesurée et qui ne relaient pas le narratif dominant sont bien sûr des ennemis de la cause. Oui, alors ce trafic d'armes est quelque chose finalement de très important. Je dis finalement parce que il faut quand même rappeler que l'Ukraine, avant même la guerre, était déjà un État quasi mafieux, si ce n'est un État failli. Nous n'avons aucun autre exemple dans l'histoire occidentale d'un État qui ait perdu 9 millions d'habitants en une vingtaine d'années. L'Ukraine comptait au moment de l'indépendance en 1991 52 millions d'habitants. Au début du conflit, elle n'en comptait plus que 43 millions, sans qu'il y ait eu la moindre guerre, tout simplement parce que ses habitants s'expatriaient devant la corruption qui gangrénait le pays, devant la présence des mafias, devant enfin, toute une série de dysfonctionnements de l'État ukrainien. On pense même que la population s'est encore réduite peut-être de 2, 3, 4, 5 millions d'habitants qui ont fui dès le début du conflit, ce qui là est bien sûr plus compréhensible. Voilà. Donc, il faut rappeler aussi une seconde chose, c'est que dès le début du conflit, lorsque Zelensky a fait toute sa série de discours en direction des grandes assemblées parlementaires du monde occidental, et notamment celle d'Israël. Il a fait un discours à la Knesset qui a beaucoup choqué les Israéliens, puisqu'il leur expliquait que ce qui était en train de se passer en Ukraine était l'équivalent de la Shoah. Donc, pour ceux qui avaient connu cette période ou qui étaient les directs descendants de ceux qui avaient connu cet événement inqualifiable, ont bien sûr sauté en l'air. Et il faut dire que les Israéliens connaissaient particulièrement bien l'Ukraine pour une raison, c'est que les principales mafias ukrainiennes sont des mafias avec à leur tête des individus de confession juive. Et donc, pendant longtemps, jusqu'à je pense qu'à 6 ou 8 mois, les Israéliens exigeaient des Ukrainiens qui rentraient chez eux qu'ils aient des visas, y compris des Ukrainiens juifs, alors qu'ils ne demandaient absolument pas la même chose aux Ukrainiens russes. Donc, cette connaissance finalement des turpitudes de ce pays est terrible. Alors, on peut aller plus loin. Igor Kolomoïski, qui a été le mentor de Volodymyr Zelensky, qui est je dirais, un espèce de pacha à la fois de l'industrie, un oligarque en réalité, mais aussi d'activités de sécurité et d'activités criminelles, a été poursuivi, y compris par les États-Unis, pour des tas d'activités illégales, incluant le blanchiment. Euh, Zelensky lui-même a été dénoncé par une association internationale de journalistes de type Pandora Papers et Panama Papers qui lui reproche avec des éléments extrêmement fondés d'avoir détourné plus de 40 millions de dollars et de les avoir blanchis. Donc on a affaire là à des turpitudes finalement que connaît l'Ukraine quasiment depuis son indépendance parce que Yurchenko, Timochenko, ses dirigeants précédents ont eux-mêmes trempé dans des histoires de cette nature. Poronchenko également, un
à un moindre degré, et Yanukovych évidemment aussi. Donc ce pays est un véritable État semi-mafieux et les choses ne se sont pas améliorées depuis. Quand on regarde l'actualité ukrainienne, on voit la manière dont la corruption continue à fonctionner, la lassitude d'un certain nombre de combattants qui se disent pourquoi se battre alors que l'État fonctionne d'une manière aussi opaque et aussi désorganisée. On voit les membres du gouvernement Zelensky se mettre les uns et les autres sur écoute. Certains disparaissent, d'autres sont victimes d'attentats étonnants. Donc c'est vraiment une énorme, une énorme tartufferie. L'autre point qu'il faut évoquer, c'est que ces grandes opérations militaires servent aussi à du blanchiment et à du financement de campagnes politiques. Et quand on se rappelle notamment les interventions américaines aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, on a le souvenir, en tout cas ceux qui ont eu l'occasion d'aller sur ces théâtres, de voir les C-17 et les C-130 américains arriver sur l'aéroport et voir se précipiter des petites camionnettes grises sur le tarmac, venir chercher des palettes de dollars entières, des dollars sous blister. Tout ça parce que d'abord, ça sert à payer les militaires américains, mais ça sert aussi à payer en partie, enfin les achats des militaires américains, mais ça sert à payer les administrations locales, de faire circuler l'économie locale, mais de payer aussi les seigneurs de la guerre. Bon, un certain nombre de sources nous disent qu'une partie de cet argent qui circule est détourné, parfois pour être investi aux États-Unis et servir à certaines campagnes politiques. Encore une fois, je n'ai pas de preuve de ce que nous avançons, mais les éléments convergents nous permettent de dire qu'il faut aussi prendre ce genre de choses en considération. Donc la corruption ne concerne pas que les Ukrainiens sur cette guerre, elle concerne aussi des Américains, et on en a eu un très bon exemple avant même le début du conflit, avec l'implication de Hunter Biden, le fils du président, pour bien sûr faire lever des poursuites contre un de ses associés et faire en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite pour corruption. Donc les Ukrainiens ne sont pas les seuls. Nous avons sous-estimé la Russie, aussi bien dans ses intentions que dans ses moyens, que dans ses capacités. Sous-estimé pourquoi? Parce que beaucoup d'analystes qui avaient connu la guerre froide et qui avaient eu l'occasion de se rendre en Russie après la chute du mur et la dislocation de l'Union soviétique ont découvert à quel point l'armée soviétique, pardon, était dysfonctionnante, de gros problèmes logistiques. C'était une armée essentiellement défensive et on s'est dit à ce moment-là qu'en cas d'offensive, peut-être que les Russes auraient réussi à l'époque à enfoncer l'OTAN, mais leur opération n'aurait probablement pas duré aussi longtemps que nous le craignions. Il s'est produit la même analyse au moment de l'offensive russe de 2022. D'ailleurs, elle a connu elle-même des déboires logistiques qu'on ne peut pas négliger. En revanche, on ne peut pas dire non plus que l'armée ukrainienne, dans cette phase-là, ait réussi à lui tenir tête, puisqu'il faut quand même rappeler qu'en quelques semaines, une force de seulement 120 000 hommes, qui n'est absolument pas une force faite pour envahir la totalité de l'Ukraine, comme on nous l'a martelé en voulant nous le faire croire, qu'une force de cette nature a envahi quand même quasiment un peu plus de 30% du territoire de l'Ukraine. Donc ça a été une opération initiale qui a connu un certain succès et que notamment le retrait russe de la région de Kiev me semble, d'après ce que l'on en sait aujourd'hui, être beaucoup plus un geste de Vladimir Poutine et de l'état-major dans le cadre des négociations de paix qui se tenaient à Istanbul qu'une déroute et qu'un recul de l'armée russe. L'autre élément sur lequel on a totalement sous-estimé les Russes, bien sûr, c'est sur le plan économique. Et parce que les sanctions qui ont été imposées à Moscou se sont retournées beaucoup contre les Européens, un petit peu contre les Américains, et surtout ça a permis à la Russie de restructurer son industrie. Mais ça n'a pas commencé avec les sanctions. Depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, quoi que l'on pense de lui, nombreux sont ceux qui disent c'est un chef de mafia, ce qui n'est pas je dirais, un jugement dénué de tout fondement. Mais il avait quand même entrepris depuis 2002 la modernisation de la Russie. Ça, on ne l'a pas vu ou on n'a pas voulu le voir. Et finalement, nous avons été pris à notre propre piège, à notre complexe de supériorité qui nous aveugle. Si évidemment cette stratégie en Ukraine est un échec pour Washington son intention d'affaiblir la Russie, ça n'a absolument pas marché. En revanche, ce n'est pas un échec sur un autre point qui est celui d'avoir affaibli l'Europe, de l'avoir ramené dans le rang et de l'avoir vassalisé encore davantage. Alors je ne sais pas si ce sera d'une grande utilité pour les États-Unis. En tout cas, ce sera quelque chose d'extrêmement catastrophique pour l'Europe. Je rappelle quand même que sur un plan économique, les Américains s'enrichissent avec ce conflit puisque l'achat de gaz naturel liquéfié
des Européens auprès de Washington leur a permis d'augmenter très, très sensiblement leur chiffre d'affaires. Les Norvégiens aussi, par la même occasion, en profitent, allègrement. Alors, quel est l'avenir de cette guerre? Écoutez, d'abord, on dit que la crise de Gaza a amené les Américains à se recentrer sur le Moyen-Orient et en ce moment, à réduire leur aide à Kiev. Les républicains, dans la perspective des conflits qui les opposent aux démocrates au sein du Congrès, mais aussi des prochaines élections présidentielles, mettent un veto systématique à toute aide à l'Ukraine parce qu'ils considèrent que ce n'est pas là la priorité de la politique étrangère. Ils préfèrent eux aussi se polariser sur le Moyen-Orient et sur le Mexique et les frontières pour lutter contre l'immigration. Évidemment, l'échec de la contre-offensive ukrainienne, largement surestimée, et l'efficacité de l'armée russe face à cela, ils sont pour beaucoup. Et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, ça c'est évident. La Russie ne peut pas la perdre. Et la grande question est de se dire, est-ce qu'il va y avoir un match nul, donc des négociations sur les bases actuelles, probablement, ou est-ce que les mois qui viennent vont entraîner une déconfiture plus marquée de l'armée ukrainienne, qui est à court de munitions, qui est à court de budget, qui est à court d'hommes, et quelle est la stratégie derrière que pourrait exploiter la Russie pour tirer parti de cette faiblesse. Donc, ça fait partie des questions qu'on se pose. Je ne vois pas ce conflit prendre fin, malheureusement, avant la fin de l'année, parce qu'il y a les élections présidentielles en Russie au printemps, puis les élections américaines fin 2024. Et donc, il faut rester dans une forme de statu quo pour que ça n'ait pas d'impact sur le scrutin qui va encore une fois probablement opposer Donald Trump à Biden, ce qui montre l'ampleur finalement de la crise politique qui existe aux États-Unis, parce que c'est quand même les électeurs auront à choisir entre deux mauvais chevaux, si je peux me permettre cette expression.